effectivement par un certain vécu, après un certain vécu, après une certaine accumulation de ressentiments et de frustrations ou de sédimentation et de les pensées euh, paisibles, disons, comme la peinture apollonienne, et les pensées consolatrices, à la manière de d'une certaine Spinoziste dont le nom est très sorbonnade. Et il y en a beaucoup. C'est comme Stimmung, la pensée, effectivement. C'est juste par cette constatation qui est venue avec l'âge, dont la curiosité ne s'est pas laissée à s'effacer, que j'ai eu le courage de sortir sous un globalement africain. Là, les Africains, quand même, on connaît la langue française, mais ils n'ont rien à voir avec les enregistrements, bien sûr. Je connais, enfin, je connais pas, mais je crois à la magie, à leur magie, je crois à leur honnêteté, et je sens qu'il y a un vin extrêmement important. C'est je fais ce discours parce que je ne peux pas adresser la parole au Caucase, au Turkménistan, de Tadjikistan, Kazakhstan, ni à Russie, ni, ni en Espagne, ni au Canada, ni en Amérique, ni au Mexique, ni en Australie. Effectivement, la langue française est une langue de latine, je dirais une latin de cuisine. Donc, usagé pour éviter, pour éviter limiter. Si vous n'êtes pas de Côte d'Azur, que je ne connais pas du tout, je ne croyais pas que la Côte d'Azur, ça faisait partie de la France et de ses affaires intérieures. Et Corse faisait encore partie, etc. Et Nouvelle-Calédonie n'a pas choisi cette indépendance. Et Nouvelle-Louisiana a des rapports de parenté, je ne sais pas par qui, mais peut-être par Benjamin Franklin. Alors, mon histoire, c'est-à-dire connaissance historique, est limitée seulement sur quelques quartiers d'Istanbul. Ne demandez pas trop de choses. J'ai des tics, j'ai des ritournelles, j'ai des expressions consacrées, j'ai un vocabulaire limité. Euh, il y a une feuille de chêne qui est tombée juste entre mes lèvres et le microphone, et ça bouchait toutes les méandres de la dialectique, et j'ai reçu une petite lettre par voie de médias sociaux. Viens ici, dialectique, il n'a pas encore touché. Ici, c'est Tuzla, mais ça s'écrit pas comme dans une alphabétique avec les lettres latines, donc laïques, mais ça s'écrit avec orthographe français pour qu'on prononce depuis toujours Tuzla. T-O-U-S-L-A. C'était une marque de fabrication de briquerie de Salomon et Père.
personnellement. Et oui, les souvenirs, effectivement, même une brique dans un pays a une valeur. Moi, j'avais une collection, non pas de briques, mais des briquets de toit, des toiles, euh, qui venaient de Saint-Étienne, qui venaient de la plupart du temps, les briques rouges d'Istanbul venaient de Saint-Étienne, je ne sais pas, de Marseille aussi. Effectivement, après, les Arméniens, les Juifs d'Istanbul, avant la République turque, hein, ils ont eu construit quand même une certaine usine à Büyükdere, à Tuzla. Là, effectivement, surtout à Tuzla, l'histoire de briques et poterie, céramique est développée. Büyükdere est devenu quand même, comme c'est au bord de la Bosphore, c'est devenu un quartier plus résidentiel avec les premiers aéroports complètement privés, non officiels, pour les aéroplans et tout, pour sightseeing of Bosphorus. Eh bien, notre histoire est courte et trop longue et ça intéressera personne. Moi, j'ai beaucoup de problèmes de communication avec les vendeurs d'eau, n'importe quel tabac qui vient de Kurdistan, Adiamant, Mardin. On ne se comprend pas. Et ils ne connaissent pas effectivement ce que veut dire être un commerçant à Istanbul. Mais ils ont quand même quelques marchandises, mais la plupart du temps, ils ne s'en suffisent pas à leurs marchandises. Ils, ils sont quoi, je ne sais pas. Ils sont dehors toute la journée comme en Mardin. Mais je ne sais pas si c'est légal à Istanbul dans tous les quartiers. Je ne vois pas dans mes quartiers chics où je promène les hommes à midi dans les siestas ou entre réveil et sommeil qu'ils marcheraient toute la journée. Une certaine plante là apparemment en Mardin ou en Afrique du Nord, Yémen, je ne sais pas où, tout le monde mâche quelque chose, une plante, une feuille de plante pour à mon avis, anesthésier la bouche, pour ne pas parler. Effectivement, si le commerçant parle trop, c'est pas agréable. Ils se taisent et ils font leur travail avec leur langue anesthésiée dans l'état de réveil et veille. Voilà. Les lamentations commencent. Stimmung change. Alors, on va faire une drôle d'expérience. C'est un peu pénible. Une lecture d'un texte écrit par moi. Rudiment pour survivre et d'en témoigner dans les simples limites d'appréhension spontanée, dans la mesure d'impossibilité de vivre ou si tu payes simplement l'obligation de s'efforcer et de se rendre manifeste dans le simple fait de verbe être, détachement, libération, pour devenir ou pour achever un trajet et non une dialectique.
n'ont une trajectoire programmable et mesurable, et non en tant que substance, mais en tant qu'énergie, autrement dit, de se rendre œuvre, algon, comme une activité dont la fin est déjà en soi, est purement et simplement autre que le même, et non seulement différent. Différenciation, le verbe difficile, comme génitif actif passif. Différenciation peut être actif et passif, avec une T, avec une C, comme écrivait Gilles Deleuze. Alors, être ou de simples modifications. Oh, le maître mot de la phénoménologie, modification. Se faire, non pas se caser à une mode, mais se faire un nodus, un nœud, en 1000 fois d'éternel retour de lustre insatiable comme tâche ou devoir. Zolen, l'injonction d'immobiliser un projectile en le faveur, et un éclat de constellation des déjà morts. Échoué. Voilà l'ontologie élargie commence déjà par là. L'autre jour, on faisait une ontologie élargie qui impliquerait les morts-nés et rejetons, avortons. Là, tout est commencé par là d'ailleurs. Ça, je vais faire une autre enregistrement pour ça. Pourrait-il dire que la mort aussi n'est qu'une modification, la somme finale, ou entre guillemets la totalité de fautes commises, le référent ou l'indice, maintenant Kafka, et ma poésie de moi-même. Je cite en turc, henüz genç ve güzelken güzeldir ölümden söz etmek. Le titre du poème, Elegia della morte. Pour moi, le concept utile de phénoménologie, la modification doit être dit pour les modiques variations sérielles où il n'y a que des différences de degrés, selon Bergson par exemple. Elles n'ont pas une arachnis qui se contredit ou annihile. Une véritable arachnis qui se contredirait en tant qu'événement ou s'annihilerait son propre concept, selon la définition de Kant, mais seulement en domaine logique. Mais sous le titre sublime quand même, dans les délimitations du sublime, précisons-le, et non pas le sublime même. Par exemple, Auschwitz, ou camp de travail, dont j'ai fait un film comique, où le camp de travail en est l'exemple, la fin du concept même de guerre et du travail. J'ajoute maintenant le concept de travail. Le concept de travail, précisons-le et soulignons. Par exemple, un certain Mishima, l'auteur japonais, dont les circonstances de sa mort m'échappent, mais j'en ai entendu des choses, c'est-à-dire, enfin, des choses illégales et un suicide total. Mishima, c'est un autographe. Je n'aime pas le mot auteur. Autographe. Et les autres,
cas encore plus singulier que j'ai traité dans mes œuvres, même les premiers, Béchir Fouad, avec sa mort et ses écritures et son témoignage. Izet Yassar, un poète qui est maintenant défunt, mais qui était assez jeune de mon contemporain, dont j'ai analysé dans mon premier livre. Alors, l'interruption, planchotien comme concept dans l'entretien fini, ou, pourquoi pas, paulinien, ne sont plus que de simples modifications, ni de grands événements souvenus en tant qu'événements historiques. Ils sont d'une autre ordre, invisible, aveuglant, une place sous le soleil, même pas dans l'homme, comme moi, en protection sous toi, vous voyez, soit toi, la loi, en protection autre que divin. Je dis pas, j'ai beaucoup réfléchi, sans autre protection que celle de Dieu ou divin. J'écris mal en français, mais je la garde, en protection autre que divin. Autre que divin. Alors, le prophète enfant de typologie, ou immolé, un prophète immolé, pourquoi pas. Bouc émissaire est exorbitant dans l'avérage de typologie prophétique, dit-on. Un contre-exemple qui peut être encore plus aiguisé ou accentué vers ce que Marcion a reçu de l'autre mendiant moine islamiste d'une certaine époque, 8e siècle, de calendrier, le nom d'une horde musulmane, calendrier. Voilà, si vous voulez, le titre de mon blogspot ouvert depuis 2009, sous le nom de calendrier. Peut-être contemporain de ma découverte, cette date Atallah Iskandarani. Il ne s'agit pas d'être tolérant, mais de pouvoir voir l'ensemble au-delà d'une pluralité et d'être prêt à se modifier à chaque instant, de se modifier dans la saisie de l'absolument singulier et de l'absolument illimité dans sa finitude. Rudimentaire prolegomène pour toute métaphysique ultérieure devait rendre compte de ce même très rudiment encore. Ce sont les mots de fin, donc prologue de ce récit. La tâche de biogonie a délimité comme science régionale dont l'objet est bien évidemment une visée autant exista-t-il qu'il existera en connexion de deux autres sciences régionales, celle d'astrophysique et de la géophilosophie en surpassé ou une correction et en état de dépassement vers une philosophie. Philosoophie, c'est mon concept inventé. Philosoophie. Métaphysique aspect generalis. Dont la dette, thanato, autobiographique de l'autographe, peut consigner la donation sans demander, au sens de prière,
la permission ou un droit de parler ou d'écrire, autre que son effectuation qu'est d'écrire, de composer, voire de se promener en guise de danser, voire de se faire de soi un vœu, un signe totem, un ex-voto, c'est-à-dire ex-vœu de son propre auto-da-fait. Le titre d'un livre, quand même. Au moins, autant en connaissance de cause que dans l'inconséquence de voir ou d'entvoir la mort qui toujours déjà s'approche, plus encore du soi, dès lors qu'on s'éloigne encore plus du soi. Dès lors, j'entends une forme de promesse ou de se compromettre en forme d'écriture qui ne nécessite ni l'invention de l'écriture au sens propre, ni le savoir de la manière d'être analphabète. Mais il suffit de mettre une pierre sur une autre pour retrouver le chemin du retour. Une vieille fable des enfants. Et ceci comme pronom monstratif. Pronom monstratif est complètement dans la théorie d'arbitraire du signe, fait l'affaire dans ses plus élémentaires et rudimentaires effets. J'ai un peu travaillé dans le sujet, mais c'est immense. L'énigme de ce monstre, qu'est ce qu'on a sommé d'appeler l'homme. Autrefois, et encore progressivement comme une néo-paléonyme. Je donne une petite référence. Çökeski adıyladır livre de poésie de Ayhan et prière d'insérer à 3 essais sous le nom de Jacques Derrida. En concept paléonome et néologisme. Alors, aujourd'hui, écrit, et j'en conclus, entre guillemets, la phénoménologie de la purgatoire des hauts et des bas commence mon film intitulé que j'ai réalisé ce matin, Fusis aime à se cacher. Première séquence. Et l'homme se cacherait derrière ses processus techniques et même de ses progéniture. Difficile à en parler. Progéniture dite promontoire dans la traduction de Sophocle. Donc problémata. Ce qu'on avance comme prétexte ou substitut des représentants, des vicaires, du vicariat. Voilà, là où on était resté. Au revoir. Hélas, un do majeur, un ré majeur, un Bach, un mathématicien aura pu me comprendre facilement, me transcrire et faire toute une liste de mes transcriptions live. C'est pas si difficile que ça, mais un algorithme, ça vient après, c'est-à-dire une ordonnance et une désordonnance et une variation idétique promis pour notre planète mourant
les autres cailloux. Le silicium, disons, l'intelligence du silicium, l'intelligence des plantes qui ont survécu jusqu'à maintenant quand même. Et les animaux qui sont sous notre domus. Le toit, la loi, brise pas d'eau, je t'envoie, oui, à tes petites. Alors, dans ce qui n'a pas de nom, pour se patienter dans ce qui n'a pas de nom, l'innommable et l'intraitable, ou pour dire par convention, ce qu'il ne faut même pas appeler l'agnosticisme, donc dans l'atmosphère plutôt kantien, et avec les avertissements de Kant qui disait qu'il ne faut absolument pas faire revenir ni aux arrière-mondes, ni à une hyperphysique, ni à une hypophysique, ni au-dessus, ni au-dessous de la nature. Donc, il ne faut pas chercher en deçà de la nature et non plus au-delà de la nature. Il n'y a pas un point de démarcation net. Et il ne faut surtout pas chercher de recours dans le suprasensible. De quoi parlons-nous? Du domaine ontologique et de la loi morale qui découlera tout simplement, ironiquement, de la raison humaine. Et sans participation, sans une présupposition d'une métaxéine, d'une participation à la raison dite divine, qui n'a rien à voir, rien à faire avec la loi morale, et plutôt avec le devoir. C'est extrêmement lié. La loi morale est dans sa fonction au devoir. Elle-même peut être parfaite, mais c'est seulement dans la forme qu'il prend dans une maxime de devoir, donc disons orientée vers une action précise qui a un sens, et le Dieu ne fonctionne pas ainsi, donc il n'a rien à voir comme outil, recours à la loi morale, dite morale, et c'est son incognoscibilité dit Kant qui est la chose la plus précieuse. C'est parce qu'elle est incompréhensible qu'elle a une valeur. Il ajoute juste à la fin de Fondation de métaphysique de Mars. Voilà un domaine qu'il ne faut pas appeler ni agnostique, ni athéiste, ni peut-être théisme. Aujourd'hui, on l'utilise dans ce sens-là, mais il faut se référer à qui? Non pas aux étudiants de l'école religieuse à qui on accuse d'une certaine sortie hors de la religion islamique et rester ou choisir leur orientation dans une déisme non définie. Ce que je comprends, en fait, ils croient à une existence divine sans croire à une personnification avec un certain nombre de commandements à un Dieu. Ils croient à leur Dieu de leur raison, non pas de la raison transcendantale même définie par Kant. Mais ça peut être le même comme
histoire, anecdote de cet homme cet homme aveugle qui essaie de définir un éléphant en touchant certaines parties de l'animal. Il essaie de en donner une définition, c'est-à-dire recognition. Donc chacun a sa recognition, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de connaissance de la loi morale. Alors que les lois naturelles, tout à fait connaissables et vérifiables, dit-il. Pourquoi j'en parle? Voilà, comment séjourner dans ce qui n'a pas de nom, ce qui n'a pas de définition, et seulement par un sentiment de respect qui n'a pas un sentiment parmi les sentiments, qu'on peut être en contact. Et ce respect, respectivisme, respect, spectare renouvelé, en prenant sérieux ce préfixe respect. Voilà, je dirais en allemand, plutôt en familiarité avec Rücksicht, qui est utilisé dans un autre contexte plus, disons, mécanique de l'inconscient par Freud. Prendre en considération en vue de figurabilité, l'un des stades de interprétation des rêves. Voilà, nous sommes dans un rêve, ou bien nous sommes viennent de sortir d'un rêve, et nous essayons de définir le contenu ou la pensée du rêve, et voilà, nous sommes face à la loi morale, et respect à toutes les analyses de Rücksicht, donc revoir, prendre en considération, sans être sidéré, justement considéré, sans être sidéré, sans être effrayé, de notre part, c'est-à-dire ce qui nous tombe là-dessus, tout en sortant de nous l'appel. Ruf est défini cette fois-ci par l'analyse existentielle du Dasein de Heidegger. Ce qui, bien que ça sorte de nous, c'est-à-dire ça nous regarde uniquement, ça regarde l'homme, mais tel qu'il est donné, tel qu'il se trouve, tel qu'il se jetait, et donc n'importe qui, c'est-à-dire être singulier, quelconque, à liquide, un quidam, et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, l'un de divers. Et le titre de Nancy, n'est-ce pas, l'être singulier pluriel, donc ça comporte une divers. Pluriel, divers. Hier aussi, depuis 2 jours, on en parlait de ousia, sur laquelle on peut discourir de plusieurs façons. Ce polakos, qui nous intéressait est mis en rapport maintenant avec le divers, c'est-à-dire Manifold, Zweifeld, ce plissement qui est l'homme, ce pli qui est l'homme. Ce pli, j'ai tendance à comprendre le mot pli, ce qui n'est pas encore devenu une figure, ce qui n'est pas encore venu au jour, et c'est comme un fœtus, un pli de 4 mois, disons, 4 semaines, qui se développe selon une spontanéité de son dynamisme.
Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'épreuve. Nouveau venu, nouveau-né, donc serait prête à mourir et en faire la preuve. La preuve de la compréhension, la preuve de figurabilité, la preuve de annäherung, recevabilité, preuve de révélabilité. Et à un moment donné, il ne parlera pas comme qu'est-ce qu'on disait, agnostique. Il commencera à parler positivement et non pas par la vie négative. Ce bébé humain que nous sommes, on va parler comme on parlait des étangs parmi les étangs et d'une manière affirmative et comme si il s'agissait de quelque chose étroise dans sa positivité et non pas d'un pronom. Alors que un pronom, c'est intéressant quand même en arabe. El ilah, qui est devenu Allah, qui est devenu un prénom, alors qu'il était le Dieu. Dans la traduction, modérément. Donc, le veut dire unique. Si on cherche un Dieu, voilà, le Dieu, c'est ça. Ce qui veut dire la ilaha illallah. Donc, la moitié de toute, comment dirais-je, Besmele, c'est-à-dire Amen ou tout catéchisme ou profession de foi musulman est comporté dans cette phrase la ilaha illallah. En traduction, il n'y a que ce Dieu, il n'en a pas d'autre. C'est pas poétique de ma part, mais c'est une forme de phrase excluant toutes les autres à la faveur d'un seul et en ramassant dans cet article défini le ou bien elle en arabe, elle et il. Donc c'est une sorte formellement, grammaticalement, c'est une sorte de tautologie ou bien une forme de jugement disjonctif, je dirais, selon la table des catégories chez Kant. Voilà, on a avancé un peu. Mais le fond des choses que je vous l'ai dit, voilà, comment s'en tenir, ou bien avoid, comment éviter d'en parler, alors que aucun langage affirmatif, direct, proposition, comme on dit, préposition, objet direct. Tout ça c'est impropre pour en parler de la chose X transcendantale et on ne se satisfait pas de X parce que le mot X, shay, la chose, ça, est exténué, est devenu quelque chose de vulgaire, banal et a perdu son sens interrogatif. Alors que dans la journée, on utilise 30 fois le mot shay au lieu de nommer proprement les choses. C'est Walter Benjamin qui disait suivant Ancien Testament, il faut appeler les choses par leur nom, parce que Dieu a ordonné que l'homme doit appeler, c'est-à-dire dénommer toute la créature, tout étant.
d'abord les animaux. Voilà, c'est Benjamin qui disait qu'il faut appeler les choses par le nom parce que l'Ancien Testament, Dieu a ordonné que Adam va dénommer les choses. Il a le droit de dénommer et être souverain face à l'animal interpellera ton. Plutôt, c'est Derrida. Donc, souveraineté de l'homme, ou bien supériorité de l'homme face à l'animal. Passe par le langage, le droit de dénomination, c'est-à-dire la chose animale est comprise dans un concept par lequel il est dénommé, il est capté par un concept, begriff. Animal griffé par l'homme qui n'a pas de griffes, mais il a une possibilité de recevoir. Donc, l'animal passe par l'écriture. C'est une citation de Derrida qui est, en ce qui concerne le singe de Heidegger. Je me demande dans quel Heidegger, c'est dans le discours de rectorat. Voilà. Donc, comment comment éviter, comment se taire, comment ne pas faire qu'on soit dans une indifférence totale et dans une décision en ce qui concerne l'existence, thèse d'existence, d'avance décidée. Donc, comment on se décide, comment on ose de nier, de quel droit et de quel droit on le définit ou on l'explique en plus. Et on explique, on rationalise et on essaie de le faire entrer dans une chaîne de causalité, et surtout en ce qui concerne partie seconde, c'est-à-dire sharia, c'est-à-dire l'ordonnance à observer, c'est-à-dire obéir. Non seulement observer d'une manière neutre et dans une ère de contemplation profonde, comme je le fais. Observation veut dire pratique d'une religion, d'une foi et de ce qu'on appelle d'une obéissance ou voilà, la foi. Il était en question Glaube et dont le composant serait, selon le dictionnaire en allemand, sera Überzeugen. Donc chaque geste humain peut en témoigner, pas uniquement par la parole. Bezeugung, d'ailleurs, ne passe pas par la parole, au sens des analyses de Duttmann et de Derrida. Et le mot, je ne sais pas si c'est dans l'allemand actuel, effectivement, si on cherche sur le réseau d'Internet, on trouve toujours tout mot philosophique qu'on croit qui est philosophique, tout est lié avec l'électricité. Quelque chose de mécanique, machinal ou industriel ou économique. C'est-à-dire, je ne sais pas quel sens a-t-il dans un dictionnaire juridique allemand. Donc, les Allemands m'écoutera avec étonnement de me voir comment je puisse parler de quel droit sur une langue étrangère que je ne connais pas, au fond. Et en plus, je dis que Bezeugung ne concerne qu'une forme de témoignage par la reproductibilité, donc par la naissance, donc pour devenir parent.
et avoir une succession, descendance, et ça ne passe pas par un acte de foi qui passera comme dans l'islam par exemple. Et apparemment chez les chrétiens aussi, cette initiation à une religion passe par la parole, un acte de foi, une profession de foi, passe. Mais chez les juifs, apparemment, il ne fonctionne pas ainsi, disait-il. Amen. Et à nos grands étonnements, Garcia Dutement. C'est par ce doigt qu'on parle avec une lettre si claire et distincte juste pour séparer les juifs de ce débat. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu qui nous fait trembler, enfin qui me fait trembler, qui me donne de froid au dos. Et est-ce que les gens se reconnaissent dans ce type d'analyse? Mais schématiquement, c'est-à-dire par référence à la tradition, oui, c'est vrai que chaque homme, femme, dans tout âge, avec sa volonté, et il peut s'initier par une profession de foi au christianisme et dans le musulman, pour l'islam aussi, il suffit seulement de prononcer 2 phrases, dont la première partie est prononcée par moi. Deuxième partie concerne le prophète Mohammed, deuxième partie prononcée. Voilà. Ce qu'on appellerait kelime-i shahadat, c'est-à-dire le mot de témoignage. Le mot de témoignage. Vous voyez, le boucle est bouclé, ce qui est fermé, c'est-à-dire nous sommes par Shem, par rituel, rite, nous sommes dans le même domaine, c'est-à-dire domaine sémantique de Zeugung, Bezeugung et Überzeugung, mais j'interpréterai autrement. Überzeugung, c'est-à-dire une forme supérieure de témoigner, c'est-à-dire sans éviter, et non pas sans tomber dans l'indifférence non plus, et sans en faire une qualifiée comme un étant parmi les étangs. Donc une forme supérieure de témoigner est toujours en inventaire. Dernier mot pour l'instant. C'est très bonne conclusion à mon avis, c'est-à-dire invention. Il faut rechercher maintenant les conditions d'invention sans tomber dans la fiction et ça peut-être n'exclut pas la fictionnalité autobiographique, cette inventivité d'un témoignage ou recherche d'un acte pur de témoignage qui ne sera pas simplement une répétition de 2 phrases ou une demi-phrase ou d'une certaine geste, comme baptême dans le christianisme. Dans l'islam, ça n'existe pas. Donner le nom en tant que oui, changer de nom, si on considère comme baptême, voilà. Baptiste veut dire chez nous plutôt recevoir un nom. Voilà. On est encore chez Benjamin Ancien Testament, nommer les choses, et le nommer, le nouveau-né est baptême comme seconde naissance. Vous voyez, j'en sais des choses. Et dans la seconde naissance, dans cette initiation à la foi, qu'on a droit de recevoir un nom christique, disons, entre guillemets. Voilà. C'est un tour d'horizon. Alors, j'aimerais appeler la seconde partie de mon discours, parce que la première partie, je l'ai appelée écrit sur l'écran, et y a-t-il une forme supérieure de témoignage? Mais donc, ça fait penser, y a-t-il des formes inférieures dont on a parlé quand même?
codifié étant parmi les étangs, voilà, la forme inférieure d'en témoigner. Et donc, ces contreparties devraient être appelées autrement. Y a-t-il une phénoménologie de la bassesse? Pourquoi pas? Y a-t-il une forme base de la phénoménologie? Non, ça ne marchera pas peut-être. Bien sûr que ça marchera. Voilà, bassesse, c'est-à-dire il ne faut pas comprendre non plus comme quelque chose de trop supérieur d'une ère hautaine. Überzeugung qui comporterait peut-être justement Bezeugung qui ne passe pas par une parole cérémoniale. J'imagine comme un film, comme un roman, effectivement, une famille dans laquelle le judaïsme est complètement oublié, sauf comme une histoire de marin, justement, et dont, on ne parle pas de Dieu à la maison. Il n'y a même pas de Bible, peut-être. Bon, c'était un exemple donné quand même par Derrida, dans la foi et savoir. Là, sous le sous-titre de Grenade, en pluriel, Narla. Là, effectivement, un jour, on met sur la table de famille une grenade comme symbole, comme une erinnerung, j'en sais rien. Moi, j'achète des petits objets en forme de grenade, surtout après mon visite de grenade. Bon. Est-ce une forme supérieure d'en témoigner ou supérieure, c'est un peu inexact, c'est sur-témoigner, ça n'existe pas en français, à ma connaissance. C'est que, vous voyez, il y a des mots, le sur ne veut pas dire supérieur toujours en français. C'est comme Durcharbeitung, par exemple. Effectivement, c'est pas Uber, mais c'est à travers le travail, Beiwerk, quelque chose de l'ordre d'ustensile ou accessoire, justement. Grenade, c'est un accessoire, justement, en porcelain, en glace. Ce sont des objets de Bible. Bon. Voilà les choses. Au sens c'est Zeug cette fois-ci. Zeugen veut dire témoigner, mais Zeug comme substantif, ça veut dire des choses. Des choses de l'ordre d'ustensilité. C'est ça l'énigme d'ailleurs, qui est intimement lié à toutes nos analyses de Ebivar Book concernant Beiwerk et d'autre part interprétation de rêve de Freud dont on a parlé tout à l'heure. Donc de l'ordre de causalité ou d'indicateurs, indices, qui sont des choses mortes, signes morts, qui sont incapables de témoigner comme indice, pièce en conviction, etc. Grenade comme preuve d'existence de Dieu ou de l'arbre généalogique de la famille, et qui sera anciennement juif, ou dans leur athéisme ou agnosticisme, ils restent juifs, ils demeurent encore juifs. La preuve, c'est Grenade. Voilà. Une oubli d'oubli jusqu'à ce point-là, dans la famille marrante, disons, c'est moi qui invente cette fois-ci la somme, dont le signe sera Grenade, oubli de l'oubli. Voilà, ça touche un peu aussi à cette opération de Jean-Luc Marion. Là, effectivement, révélation au sens christique et qui touchera à la limite de l'athéisme ou agnosticisme. C'est ça l'essence de la révélation christique, et qui comportera tous ces gestes athéistiques, je dirais. Voilà, ça recoupe, ça rejoint quand même à ce que j'ai dit d'une autre manière. Derrida ne dirait pas cette chose-là, parce qu'il se réfère clairement
Heidegger qui fait une distinction nette entre Offenbarung et Offenbarkeit, c'est-à-dire révélation en tant qu'état historique d'une religion, d'une telle religion ou d'une autre, y compris l'islam dont la révélation se nomme Wahi, c'est-à-dire une certaine aspiration tellurique, je dirais. En ce qui concerne la manière dont le livre sacré est descendu, entre guillemets. Et non pas d'un seul coup, comme la poste successif, verset par verset. Bon. Forme, bassesse, supérieur, inférieur et surdépassement, ça n'existe pas en français non plus. Mais il y a des formes en français qui commencent avec sur, qui ne veut pas dire supérieur. Ça veut dire plutôt quelque chose qui trans. Voilà, quelque chose de trans, de l'ordre de trans, transversalité, quelque chose comme ça, oblique, une certaine raccourci, une vitesse sur. Je n'arrive pas à donner d'exemple, mais quelque chose qui m'est survenu, je suis surpris. Voilà, c'est pas une supériorité, ça. C'est une vitesse, c'est une augamblik, c'est un clin d'œil, c'est un éclair du temps, un instant non calculable, quelque chose comme ça. Voilà. Nous sommes en train maintenant dans le domaine de confession d'Augustin, grand éclair, grande révélation venue à Saint-Augustin, donc la scène, mise en scène de la venue de la foi, un texte le plus énigmatique possible et tremblant de sa force littéraire d'abord. Et de sa force d'autobiographie, bien sûr. Fictionnalité, au summum, voilà la supériorité de la littérature. Grande littérature supérieure. Ça, on est d'accord. J'ai lu un livre posthume de Jean-François Lyotard sur justement Confession d'Augustin, qui est une œuvre inachevée, écrite d'une forme télégraphique. Et c'est pour ça qu'elle est inachevée. C'est comme un peu visible et invisible de Merleau-Ponty, mais et l'autre forme exemplaire, c'est Circonfession justement de Derrida. Là, c'est écrit d'une manière innommable, c'est aussi télégraphe, d'un style télégraphique, d'un certain parasitage. On apprend tout de la mère de Derrida dans cette circonfession. Peut-être rarement il parle de sa circoncision, mais toute cette circonférence, toute cette circumnavigation, toute son trajectoire autobiographique, et ses rapports et sa manière de parasiter justement les confessions d'Augustin en latin, c'est exemplaire. Ça entre dans le corpus de confession et ça entre dans le corpus de confession au sens chrétien du terme. Et il s'agit d'un juif ou bien un agnostique, j'enseigne. Voilà une forme aveugle, insensible de foi, de la foi. Là, ce matin, plutôt en fait, en faisant le montage de mon film, dans la dernière partie, 10 minutes, je parlais de manière somnambule. C'est ça mon style télégraphique. Mais j'ai aperçu qu'il y a des années, quand j'ai fait le film de Oraison funèbre tardif, effectivement, j'ai essayé de traduire en turc, plutôt corriger la traduction automatique en turc. Non, en français, justement, en transcription en français, c'est très mauvaise.
sur Google. Et là aussi, j'ai remarqué que dans mon discours assez long, et j'utilisais presque pas de verbe. Et c'est une description avec seulement des mots substantifs qui décrivaient bien, peignaient, même au sens de description et de picture, enfin depict en anglais, dépeint, voilà. En français, dépeint, en anglais, depict, je crois. C'était comme une peinture impressionniste sans verbe, sans être verbe conjugué. Presque pas de verbe, mais une litanie de mots qui constituent une atmosphère, en ce qui concerne, à une passé, vécue. Et il nous représente comme une peinture. Voilà les formes différentes d'en témoigner, d'en faire une oraison funèbre à son absence, c'est-à-dire Graben, là où il n'existe plus, après des années de sa mort, construire une rite spontanément, donc créée, et non pas pensée, non pas calculée, tout à coup, avec un tremblement, un respect, une certaine émotion, un stimule. Moi, si j'étais entré l'atmosphère de cette présence défunte, et j'ai tremblé dans une érinéro, moment d'érinéro, et je peignais en parole. Et c'est pas du tout passé. C'est un acte de courage aussi de le publier. Voilà. Mais je veux me reposer un peu parce que je veux parler d'hier soir de mon acte de témoignage et de Zélia Boutet, qui est une étudiante de moi de la classe doctorale. Eh bien, là, pendant que j'enseignais, ces genres de choses, surtout sur mon André Garcia Duttmann, et connaissait notre atmosphère dans la classe. Ça aussi, c'est une forme de témoignage, et non pas de bassesse, bien sûr, mais d'une certaine fictionnalité. Alors, ce que j'entends plutôt de phénoménologie du haut et phénoménologie du bas, c'est encore entre guillemets pour l'instant, c'est, oui, Deleuze qui demandait en fait si y a-t-il une forme supérieure de l'empiricisme ou empiricisme. Et voilà, c'est dans ce ordre-là sera ma question. Mais la réponse, la débauche d'une réponse est déjà prête. C'est que j'ai assez de chance quand même de pouvoir enseigner dans une institution qui me donnait cette ère de liberté. L'air, c'est encore plus important que n'importe quelle loi qui donnait l'autorisation de libre enseignement, surtout dans les classes de master et doctorat, que je préférais, bien sûr, je le préférais mixte. Et j'ai de chance d'en parler une partie de ce que je vous relate, c'est-à-dire le livre et la question de témoignage que j'ai appris presque tout, les enjeux d'une part de Derrida, d'autre part de Lyotard, et j'en ai assez relaté les enjeux, et cette fois-ci, c'était sur Hubert Zetsung, c'est nouveau. Pardon, Hubert Zollbund.
donc il y avait un certain étudiant, j'ai la bibliothèque, mais il y avait des autres bien sûr, composition de classe intéressante, il y avait actuellement un grand traducteur des livres de philosophie du français au turc, bon, dont le nom passagèrement me manque. Eh bien, je considère une forme supérieure de l'enseignement. Voilà. Fameux duo, pour l'instant, ça signifie cela, cette ère de liberté, et pouvoir ouvrir des questions inouïes, contemporaines, et touchant au plus fond, c'est-à-dire au plus ancien, les rites, initiation, baptême, l'entrée à une religion, etc. Tous ces thèmes-là demander un certain courage quand même dans un pays laïque, et même dans un enseignement supérieur. Ça demandait un certain courage et une certaine souveraineté du professeur ou professeur. Comme dans les conférences d'Istanbul, il donnait une conférence, l'une des conférences intitulée était Profession de foi d'un professeur. Lui aussi, il me semble qu'il faisait un acte de courage en faisant ce discours, surtout en Turquie. C'était un geste de parole, acte de parole bien choisi, bien stratégique, et concernait, sans citer un seul mot, de la génocide arménien. Bien sûr, il s'agissait de Shoah, génocide des Juifs en Allemagne. Et Yankelevitch est un étudiant, lettre d'un étudiant écrit à Yankelevitch, un étudiant allemand, en disant que moi, je suis né dans cette date-là et je ne suis pas impliqué dans ces événements. Et voilà, quelque chose comme ça concernant la question de pardon. Pardonner l'impardonnable, d'ailleurs, c'était deuxième version de cette conférence. Bon, ce sont des choses extraordinairement compliquées, comme non pas théâtre bien sûr, mais performativité en philosophie. Choisir les lieux, le moment, le sujet, et tout ça, ça fait une performance. On performait quelque chose. Voilà, ce témoignage, c'est un peu comme ça. Personne n'était pas là dans les événements de 1915 dans l'est de la Turquie, mais on peut surtémoigner par forme. Et voilà, c'est ça, métier ou profession d'un professeur. À Boulevard Raspail, Derrida un jour relatait une autre chose. Il était appelé donc par la justice pour être témoin. C'était pendant les cours sur le témoignage justement, et concernant l'édition ou la censure d'un livre, et le juge lui demandait en tant que ici, on dit bilirkişi, en tant que spécialiste en la matière, qui est appelé pour témoigner sur le sujet. On lui adresse la parole et on lui demande des questions. Et je cite donc les paroles de Derrida. Le juge aura demandé à Derrida, est-ce que si vous étiez, bien que femme,
comme vous dites, vous êtes professeur de lycée ou université, j'en sais rien, mais effectivement, est-ce que vous oseriez quand même enseigner dans vos cours un tel livre? Euh, le livre en question, c'est sujet à une censure en France. Enfin, je n'ai pas entendu très bien l'auteur de ce livre. Ça peut être toujours la même personne qui a, à mon avis, c'est celui qui a traduit en français les poèmes de Michel-Ange et que je traduis en turc, les triptyques sur son destin. Son nom m'échappe, mais il était assez litigieux avec la justice à cause de ses publications en France. Bon, on était où? Voilà, je me considère de passer d'une forme supérieure de l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, et j'étais content de cette ère de liberté, et je me disais, et je relatais une partie de tout cela hier soir à deux étudiants que je rencontrais pendant la promenade, donc, mais dans un endroit, non pas dans une station balnéaire au bord de la mer, mais je le qualifierais des égouts plutôt. C'est pour ça que je me permets de parler de fameuse de bassesse, parce qu'il s'agit d'un lieu et d'un temps de la nuit impropre pour la philosophie, mais y a-t-il lieu et temps propre à philosopher? Justement, comme il y avait deux oreilles ou quatre oreilles, il s'agit de personnes, deux étudiants, et complètement par concours de circonstances rencontrées, je racontais d'une manière performative, donc en jouant, en vrai, ma manière d'enseigner la philosophie, personne n'intéresse à la philosophie, mais moi j'ai des moyens de me faire intéressant pour ouvrir, insinuer une question philosophique sans dire que viens, on va faire de la philosophie, sinon on va aller à me balader chez les Grecs. Voilà. Et je racontais justement cette scène que j'ai déjà utilisée dans l'un des films. Le titre film de Maurice Lemaître. Est-ce que le film a déjà commencé? Voilà, cette sottise et cette grande art de Maurice Lemaître, cinéaste, et des arts plastiques aussi et de performance. Et c'est comme réponse provocative à une question de Zélia Burtek au début du cours où je racontais quelque chose, mais Zélia Burtek n'avait pas saisi que le cours était déjà commencé et elle osait de manière très spontanée. Est-ce que, monsieur, qu'on va commencer au séminaire? Effectivement, je n'ai pas éclaté de rire, mais je racontais l'histoire de ce film. Et hier soir aussi, j'ai raconté l'histoire de ce film et l'enjeu performatif de tous ces... je dirais maintenant être présent dans une classe de manière souveraine et sans bien sûr dominer. Comme ils sont très intelligents et ils m'ont compris et ils ont compris aussi un peu ce qu'ils ont fait comme gaffe parce que le cours on ne peut pas conjoncturer exactement quand le cours sur une matière précise est commencé et quand c'est fini et si ça continue ou pas.
Voilà, c'est justement le même destin qui attend mes films aussi. Est-ce que ce thème est conclu? Il y a 2 jours que je disais que, voilà, la question aristotélicienne, elle se dit de plusieurs façons. De cette façon, est conclue. C'est une manière de fermer le cours et l'enregistrement. Est-ce que la question est conclue? C'est impossible. Voilà. Vous voyez, c'est pas pour faire simple ironie et pour faire comique, mais j'ai une aire théâtrale, j'en sais, j'adore le théâtre et l'essence du théâtre, j'en fais des films. Au ce matin, j'ai fait un film sur l'essence de l'opéra, en tant que plutôt sur la disparition de l'opéra et comme son sous-bassement, l'essence du théâtre. Et tout, ce sont des sujets, mimésis, mes passions profondément en tant que philosophe, donc en ce qui concerne la distinction de la vérité et de fiction et du sophistique. Les points de démarcation, c'est-à-dire la définition. Et juste le problème est valable justement dans cette recherche de distinction entre athéisme et agnosticisme. Et une famille croyante ou non croyante, juif ou pas juif, marrant ou complètement renégat, voilà le mot que je n'ai pas utilisé que j'aime bien. Renégat, c'est autre chose qu'une marrant. Marrant, c'est un sommeil, c'est un état de sommeil historique, conjonctural, qui est devenu structurel, je dirais. Et renégat, c'est plutôt sortir d'une religion, nier, changer de religion, quelque chose comme ça. Et il y avait un livre de cette grande historienne des Hittites, Madame, elle est assassinée en Turquie, professeur, parce qu'il avait écrit un livre intitulé clairement que İslam'da dinden dönenler. Question de renégat dans l'islam. Voilà, c'est pour ça que je me considérais dans cette atmosphère d'assassinat de professeur. Et d'avoir la chance de faire ces cours sans prendre beaucoup de danger dans mon institution. Bien sûr, sinon, dans une autre université ou dans une autre ville, je n'aurai pas de cette chance, de cette ère de liberté. Voilà la somme de ce que je voulais dire. Et hier soir, non pas face à 2 étudiants de philosophie, mais face à 2 étudiants d'ingénierie, j'ai réussi quand même, après mon discours, trop clair, trop transparent, trop réfléchi et trop en fait de la situation dans laquelle nous nous trouvons près des égouts qu'on appelle la mer de Marmara. Et dans ce temps et dans cette lieu incongru, on a fait une suprême philosophie comme l'un des mêmes performances non enregistrées cette fois-ci. Donc maintenant, je vous fais le cas. Merci bien. On a parlé de beaucoup de choses, mais première question qu'il m'avait demandé, est-ce que vous êtes acteur de théâtre? J'ai dit non, je suis un enseignant de philosophie, mais j'ai une passion de théâtre, et c'est pour ça que le discours s'est évalué vers le rapport de la vérité, de la philosophie, intégration et l'action théâtrale et la présence de théâtre dans la philosophie au sens où je vous ai insinué tout à l'heure dans l'acte de parole de Derrida, surtout à Istanbul, mais dans plusieurs pays, sûrement. Peut-être les yeux de langue, c'est fait à Tel Aviv, peut-être, j'en sais rien. La question de correspondance et de relation entre Rosenweg et Scholem, c'est étonnant et ça
Et Derrida, il était informé par l'origine de la réforme de l'alphabet turc dans les années 1900. Donc 28, je crois. Et notre choix politique de l'alphabet latin. Et nous avons délaissé d'un jour le lendemain l'alphabet dit arabe. Et auparavant, les Turcs dans l'Asie centrale, ils utilisaient une autre forme d'alphabet. Enfin, peut-être plusieurs sortes, selon les époques et selon les tribus, et non pas unifiées, peut-être, mais aujourd'hui, c'était dans les années 24, c'est très à la mode, sur les t-shirts, sur les accessoires et tout. Même moi-même, je m'intéresse, bien sûr. J'étais prêt à acheter une bague sur laquelle ça s'écrit I, mais c'est pas ça. I veut dire le bon, moralement, mais ce n'est pas du tout la même signification parce que c'est un autre alphabet, justement, c'est pas latin, mais comme ça ressemble à un alphabet latin, notre alphabet primitif de Asie centrale, dont le nom m'échappe, mais c'est quelque chose comme bon. Voilà, la signification est différente. Donc Derrida a répondu en entendant toutes ces histoires sur la langue, sur l'histoire récente de la langue turque, qui est double, c'est-à-dire chaque niveau de discours réfléchit l'appartenance idéologique de la personne, du conférencier, de l'orateur, de ce qui est écrit, etc. Il était sidéré, il était étonné que la langue simple, de manière subtile, puisse être aussi politique, un enjeu si grave, si central, si sélectif comme Shibboleth. Alors c'était son sujet, et il ignorait la question de la Turquie et la langue Shibboleth, notre langue, nos formes d'utiliser, nos manières d'utiliser la langue, une forme de mot, la manière de le prononcer, mettre des accents circonflexes, c'est notre Shibboleth, c'est-à-dire le mot de passe dans un moment de guerre. C'est le champ de bataille, je le répète souvent ce mot, la vie. Alors que hier soir, mon première action, c'était la vie est un jeu. Moi, je sais jouer, mais je ne joue pas n'importe comment. Et troisième argument, on m'a fait des jeux. Ça continuait comme ça. On m'a fait des tours de jeu dans la vie. Moi aussi, je sais très bien jouer, mais je n'ai pas joué, c'est-à-dire je n'ai pas riposté, je n'ai pas utilisé la loi de Talion. Talion, c'est ça qui a enchaîné. Et de manière imperceptible. On était là-dedans d'un coup de doctorat, hier soir. Voilà. C'est ça que je voulais vous raconter. Ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt, en prenant parole très peu, comme c'est souvent le cas dans mes cours officiels aussi. C'est ça, j'étais content de performer au bout de nuit en philosophie. Et ce ne serait pas une forme de bassesse, mais ce serait une forme justement incongrue, mais une forme encore plus suprême de Uber. Vous avez compris. Uber, sur témoignage, c'est ça. Dans un moment inopportun, insoupçonné, et peut-être comme aumônier d'une prison, voilà, vous voyez mon enjeu. Et je voulais entièrement
mon période d'érudition perdue, j'insistais que, sans être, enfin, avant que ce soit trop tard, il fallait commencer à faire de la philosophie avec les enfants, et non pas avec les étudiants, avec les élèves, mais même une certaine forme de maternité, c'est-à-dire dans la maternité, école maternelle, il était possible de formes différentes de faire la philosophie, à condition que les acolytes, c'est-à-dire les maîtres souverains, plus ou moins souverains, participant à des jeux philosophiques, donc avertis, les conduit, c'est-à-dire les accompagne. Tout simple, tout simple. Ma politique d'enseignement national. Voilà, au revoir.